Bon, oui, déjà, merci à toutes et à tous d'être venus. On tenait déjà par commencer par remercier la mairie, sans qui ça n'aurait pas été possible. On tenait aussi à remercier l'association DPC, Démocratie Participative Castres, sans qui là, vraiment, ne serait pas été possible. Et bien sûr aussi, on voulait vraiment remercier tous nos bénévoles qui sont là depuis ce matin pour mettre tout ça en place. Alors, comme vous le savez tous, nos ronds-points ils sont jaunes. Et en fait, nous avons souhaité organiser cette conférence afin que vous puissiez avoir un maximum d'informations sur justement ce que c'est le mouvement. Du coup, en fait, on a fait appel à Priscilla, qui en fait était à la base l'initiatrice de la pétition contre la hausse du carburant, qui a été signée à plus d'1,2 million personnes. Et son combat a continué en fait aux côtés des Gilets jaunes. Elle porte les revendications du mouvement, notamment la principale qui est quand même la hausse de notre pouvoir d'achat. Donc elle va pouvoir un peu nous éclairer sur tout ça et nous parler un petit peu, un peu de ses revendications, tout ça. Ensuite, concernant nos institutions, faiblesse de notre constitution, nos revendications en fait passaient aussi par le RIC. Pour cela, en fait, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Étienne Chouard, qui est professeur d'économie et de droit à Marseille, ainsi que conférencier. On le sait tous, un peu, il est expert en fait sur le RIC. Et je pense qu'à ce jour, c'était une des meilleures personnes qui puisse en fait nous éclairer sur un peu toutes les questions qu'on pourra se poser. Du coup, en fait, on va faire une première partie en fait où on va parler sur ça, et on fera une deuxième partie où on engagera en fait un débat, donc où tout le monde en fait pourra poser ses questions. Alors pour qu'on ait un maximum de gens qui puissent participer, on va réduire les temps. Et du coup, quand vous prendrez le micro, vous aurez maximum 2 minutes pour vous exprimer. Alors c'est peut-être court pour certains, mais si on veut qu'un maximum de gens participent, il va falloir respecter ce temps-là. Mais juste avant ça, on fera une pause. Voilà, on partira sur une pause et quand on reviendra, on rattaquera le débat. Donc voilà, bonne conférence à tous et je laisse la parole à Thierry. Donc, bonsoir Priscilla, merci d'être avec nous. Bonsoir. Moi, je pense que les gens aimeraient peut-être savoir l'origine du mouvement par la pétition que tu as faite. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur cette démarche, s'il te plaît? Oui, alors c'était à la fin du mois de mai 2018 où je m'étais penché sur le prix du carburant parce que je prenais pas mal ma voiture pour aller à Paris, parce que je vis en Seine-et-Marne. Et c'était de la curiosité au départ de savoir pourquoi c'était aussi élevé, pourquoi les taxes augmentaient autant. Et en faisant des recherches, du coup, j'ai vu que le prix du carburant était composé à 60% de taxes. Donc j'ai continué à chercher et puis je me suis rendu compte que le gouvernement disait que c'était pour nous permettre de délaisser le véhicule, de délaisser le pétrole et de nous aider à traverser la transition écologique. Moi, je dénonçais ça parce qu'on sait que c'est faux et que les taxes ne servent pas du tout à ça. Donc il y avait un certain nombre de questions dans la pétition que je posais pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites avec nos sous, pourquoi vous augmentez encore alors que le pourcentage est assez élevé. J'entendais dire qu'on appliquait le principe du pollueur-payeur alors que le maritime n'est pas taxé, le kérosène de l'aérien n'est pas taxé. Donc pourquoi s'acharner autant sur l'automobiliste et donc sur le citoyen ? Et voilà, de fil en aiguille, j'ai mis tout ça juste à plat dans une pétition. Ça aurait pu être sous une autre forme, hein. J'aurais pu faire un courrier, mais j'ai voulu passer par la pétition pour vérifier un petit peu si j'étais la seule à me poser ce type de questions-là. Puisque si jamais on avait voulu vraiment nous orienter vers une bonne transition écologique, on aurait mis en place des mesures qui favorisent ça, comme, je ne sais pas, interdire le glyphosate, se soucier du chlordécone, se soucier du rejet de soufre des carburants des navires. On aurait, je pense, appliqué des mesures qui vont dans le sens de la transition et qui vont dans le sens de vivre dans un environnement plus sain. Et moi, je constatais qu'à côté de ça, il n'y avait rien qui était fait, donc je dénonçais toute cette hypocrisie.
et tout se vole du coup. Voilà. Et donc ensuite, bon, la période, ça a été l'été, donc on sait que pendant l'été, voilà, c'est un petit peu une période de creux, donc j'ai laissé un petit peu tomber. Et puis à la rentrée scolaire en septembre, j'ai adressé ma pétition aux médias, je l'ai partagée sur les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, ça a pris plus de visibilité et j'ai essayé de défendre ce que je dénonçais dans la pétition sur les plateaux télé courant octobre et novembre. Et beaucoup de gens m'ont contacté, et dont Éric Drouet, qui lui avait lancé une action physique sur les réseaux sociaux. Donc moi j'étais sur une version plutôt écrite et lui avait lancé un événement sur Facebook pour mobiliser des gens sur Paris au départ. Donc il m'avait contacté pour pouvoir travailler avec moi pour essayer de faire un appel à mobilisation générale. Donc du coup c'est ce que j'ai fait via les plateaux télé tout le mois de novembre et tout le mois d'octobre. Ça a donné l'appel du 17 que vous connaissez. Entre-temps, on avait à l'appel des députés qui soutenaient que ça finançait bien la transition écologique. Et puis fin novembre, on a eu vent d'un courrier qui a été publié dans les journaux où le gouvernement mettait noir sur blanc que nos taxes avaient servi à financer le CICE, donc avantage fiscal donné aux entreprises. Donc voilà, ils avaient bien été formés, les petits soldats députés, pour nous dire des conneries comme d'habitude. Et justement, on a reçu beaucoup d'emails, de messages, de courriers pour dire c'est la goutte d'eau et nous, on aimerait dire stop à d'autres choses, d'autres abus, et des abus qui tournent autour du pouvoir d'achat. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de revendications, beaucoup de propositions. Alors nous, n'étant pas à la tête d'un mouvement, d'une structure ou quoi que ce soit, on ne savait pas quoi faire de tout ça. Donc on avait décidé de synthétiser ça dans des familles de thèmes, dans des thèmes, et on avait transmis ça au ministère de la Transition écologique lorsqu'on l'a rencontré fin novembre. Bon, ça n'a rien donné, si ce n'est quelques petites mesurettes qui n'ont pas donné satisfaction puisqu'elles ne concernaient qu'une petite partie de la population. Et je pense pouvoir dire qu'on continue à se mobiliser aujourd'hui puisqu'on n'a pas de mesures qui répondent réellement à une hausse de pouvoir d'achat significative. Et on ne va pas chercher les sous là où on sait qu'ils sont, notamment vers les grandes entreprises qui sont exonérées, qui ont des avantages fiscaux. Je donne juste un exemple, quand les TPE et les PME sont taxés entre 28 et 33%, et aujourd'hui la Commission européenne se pose la question de savoir si elle va donner une taxe de 3% à Google par exemple. Donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et si on est censuré aujourd'hui, si on nous empêche de nous exprimer, c'est parce qu'on dit la vérité, je pense, et que ça les dérange. Merci beaucoup, Priscilla. Par rapport à ce mouvement, il a démarré donc sur l'appel 17, 18 et autres, puisqu'on y est encore. Il y a eu une évolution des revendications, certes, mais il y a eu aussi une relation avec les médias. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont soit les qualités, soit la facilité, soit la complexité de pouvoir travailler à des médias quand on n'est pas forcément habitué à ça au départ? Alors oui, c'est particulier. C'est particulier parce que l'emploi du temps est chamboulé puisqu'on est contacté très régulièrement pour pouvoir intervenir sur certains sujets, participer à des débats, donner de son temps pour faire des interviews, répondre à des questions. Alors c'est important dans le sens où il faut informer le mieux possible les personnes qui vont lire ou qui vont regarder. C'est important aussi de parler avec les médias étrangers qui puissent expliquer un peu ce qui se passe ici parce que la vision extérieure est très importante. Ce qui est dommage, c'est le traitement quelquefois qui peut être fait. Alors tous les médias ne sont pas à mettre dans le même sac, mais c'est vrai que le sensationnel intéresse un petit peu plus que le concret. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à discuter avec les gens, à communiquer, à faire nous-mêmes des documents pour informer les voisins, les amis, la famille. Et ce type de réunion-là, débat, justement, je trouve ça très, très bien parce que ça permet de discuter et d'échanger sur du concret. Ça chamboule un peu la vie parce qu'il faut donner du temps. Mais voilà, moi je trouve que les journalistes sont censés être les premiers lanceurs d'alerte. Donc tout ce qu'on dénonce aujourd'hui, ça aurait dû déjà être dénoncé par les journalistes. Alors c'est fait pour la plupart, mais il y a encore beaucoup de boulot. Donc si on peut nous donner un coup de pouce ou voir un coup de pied aux fesses pour que ce soit mieux fait, moi en tout cas je serai encore là pour faire chier le monde. Est-ce que... Alors, donc là on sait qu'on est sur 3 mois de mouvement. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu une synthèse du mouvement, de où est-ce qu'on en est et comment toi tu le ressens?
Alors le fait qu'on ne soit pas un parti politique ou un gros collectif de gilets jaunes, ça en fait une force et ça en fait une faiblesse. Ça en fait une force parce qu'on a bon nombre de citoyens qui ont des choses à dire, il faut qu'on nous écoute parce qu'on n'est jamais écouté, qu'on n'a jamais été écouté, donc c'est important. Ça peut être une faiblesse parce que du coup en tant que citoyen on n'a pas forcément les mêmes opinions, on n'a pas forcément la même façon de faire, la même façon d'agir, c'est pour ça que les formes de manifestation ne sont pas les mêmes d'une région à une autre, d'une ville à une autre. Mais ça a créé quelque chose qui n'existait pas avant, c'est du lien entre les personnes, on se soucie plus de ce que fait son voisin, de la condition dans laquelle se trouve son voisin, on échange plus, on a plus la facilité d'ouvrir sa porte à son voisin et on a créé quelque chose qui, je pense qu'ils craignent, on s'intéresse les uns aux autres. Et comme ça, je pense qu'on pourra avancer. Alors, c'est un mouvement qui n'est pas très ancien, en fait, il est tout récent, donc c'est vrai que ça va très vite. On a l'impression que les journées passent très vite, mais en réalité, il n'existe pas depuis très longtemps. Donc, on est pas mal attaqué. Le mouvement est pas mal attaqué aussi. Donc, ça ne permet pas d'avancer sereinement lorsqu'on est constamment approché. On a de très belles rencontres, mais on a aussi l'inverse. Voilà, donc c'est difficile à gérer. Et il faut qu'on tienne le coup parce que toutes ces belles rencontres vont donner quelque chose de constructif. Et ça nous a amené à nous interroger sur certains sujets. Donc, on se dit oui, on nous pond des mesures qui ne sont pas du tout adaptées à ce qu'on vit et à ce qu'on devrait. Et à ce qu'on devrait recueillir derrière en fruits, mais pourquoi pas donc nous en tant que citoyens participer à ça, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup du RIC aujourd'hui, c'est parce qu'on voudrait faire partie de la prise de décision, on voudrait faire partie de la vie politique, parce que la vie politique elle est pourrie jusqu'à la moelle, et si nous on peut contribuer à améliorer les choses, parce qu'en tant que citoyen vivant au cœur de la vie, on est dans le concret, on est dans le cambouis, on est plus à même de dire ou de donner son avis sur ce qui pourrait être fait pour améliorer les choses. Et je pense que moi, lorsqu'on me demande souvent pourquoi du pouvoir d'achat on est passé au RIC, c'est pas qu'on est passé au RIC, c'est qu'on veut plus de pouvoir d'achat et on veut pouvoir à l'avenir participer aux prises de décision parce qu'on ne voudrait pas se retrouver dans la même merde. Et on voudrait que les générations futures puissent profiter d'un monde meilleur. Alors, je pense que le 17 novembre, on a tous été surpris finalement de la qualité du mouvement. Comment tu as ressenti les choses le 18 au matin? Alors, je vais vous dire ce que moi j'ai pensé, je vais vous dire ce que ma mère elle m'a dit. Ma mère elle m'a dit, t'as foutu un sacré bordel. Voilà. Merci. Mais je lui ai dit, j'étais pas toute seule. Mais moi, j'ai été surtout, le 17, j'ai été surtout attristée parce que j'ai rencontré beaucoup de retraités. J'ai été très émue ce jour-là. Je trouve pas ça du tout normal qu'il y ait des retraités dans les rues. C'est vraiment catastrophique pour moi parce que je pense que quand on est en fin de carrière, on devrait juste avoir à mettre les doigts de pied en éventail et profiter de sa retraite. On ne devrait pas avoir à manifester à 70 ans, quoi. Et au lendemain, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. C'était pas qu'une impression et c'est bien de ne pas se sentir seul, mais c'est à la fois triste parce que ça prouve qu'il y a un profond malaise et qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Donc il y a beaucoup de boulot, je pense. Oui, alors c'est vrai que on peut être que d'accord, hein, ça c'est une évidence. À partir du moment où tu parles des retraités, on a aussi des jeunes, entre guillemets, qui malheureusement, on emploie un mot pour les qualifier qui est abominable, travailleurs pauvres. Mais les jeunes en soi, y compris les étudiants, est-ce que tu penses qu'ils ont été percutés par ce mouvement ou est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas encore peut-être tout à fait les tenants et les aboutissants d'un éventuel changement de société ou changement de fonctionnement de société? Alors, je pense que quand on est étudiant, on n'a pas vraiment conscience de ce qui nous attend derrière. Déjà, on nous force très tôt à choisir une carrière, on nous force très tôt à prendre des décisions sur ce qu'on veut faire plus tard, alors qu'on n'a pas forcément la maturité. On ne nous apprend pas forcément à l'école, on ne nous prépare pas. Il n'y a pas vraiment de programme lié à ce qu'un citoyen doit faire lorsqu'il se lance dans la vie d'adulte et lorsqu'il se lance dans le monde du travail. Et c'est vrai que du coup, je pense que c'est voulu, ça c'est mon avis personnel, je pense que c'est voulu parce que ça participe à ne pas éveiller les consciences. Si on se soucie très tôt et on a conscience très tôt du système qui nous attend, on se révolte plus tôt.
Et je pense que ça contribue à ce qu'on reste dans une coquille. Ensuite, on va travailler, on a la tête dans le guidon, on ne se soucie pas trop de tout ce qui se passe, on subit, on paie. Moi, j'ai souvent entendu en plateau dans les débats, oui, mais vous ne voulez pas payer de taxes, mais on en paye déjà en fait. Hein. C'est pas qu'on n'en paie pas, on sait qu'on doit payer pour participer au fonctionnement des transports, des hôpitaux, des choses comme ça. On sait qu'on doit payer, on le fait. Le système de solidarité, il est là, il existe. On leur demande juste de ne pas se foutre de nous et de ne pas constamment s'attaquer aux mêmes lorsque d'autres ne paient pas. C'est ça qu'on propose. Et c'est vrai qu'on est enfermé dans un système dès l'enfance qui nous dessert. C'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui quand on discute avec certaines personnes qui ont conscience qu'elles sont dans ce système-là, mais qui se demandent des fois pourquoi le mouvement existe. Alors que si vous leur demandez, mais tu trouves qu'on a beaucoup de notre mot à dire en tant que citoyen? Non. Tu trouves qu'on nous sollicite souvent? Non. Tu trouves que tu as suffisamment de pouvoir d'achat alors que tu gagnes 2500 €? Ah oui, c'est pas normal. Et là, quand on pose ce type de questions-là, la personne elle commence à réfléchir et elle se dit ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça prend du temps parce qu'on est formaté depuis l'enfance, selon moi. Du coup, on entend beaucoup parler de plus en plus, mais même ça avait déjà commencé en fin d'année dernière, que justement le mouvement est en train de s'étouffer. Que le mouvement était en perte de vitesse, que le mouvement justement était prêt même presque à s'arrêter. Comment tu le perçois ça et qu'est-ce que tu aurais à dire sur ça? Moi, je trouve qu'il a évolué. Je ne dirais pas qu'il s'essouffle. Je dirais qu'il a évolué et qu'il prend différentes formes. À la fin de l'année dernière, on était beaucoup sur de l'action. Aujourd'hui, on est sur, je veux dire, en octobre, en novembre, on n'avait pas ce type d'assemblée. Ou alors très peu. Et beaucoup de gens maintenant se concentrent sur le fond et prennent tout simplement en main les choses, en fait. Ce que le gouvernement devrait faire, en fait. Ce type de débat, ce type d'initiative, le fait de lancer des plateformes de consultation citoyenne, ce sont des choses qui auraient dû déjà être faites depuis un certain temps, mais en tant que citoyen, on s'est saisi de ces sujets-là, on s'en occupe nous-mêmes. Donc le mouvement a juste évolué, il prend une autre forme. C'est important que les actions soient, pour moi, c'est important qu'elles soient encore visibles pour les personnes qui ne savent pas encore ce qu'est le mouvement et en quoi et qu'est-ce qu'on réclame. Mais c'est important aussi qu'on continue à travailler sur la forme. Sur le fond, pardon, je me suis trompé. Sur le fond, par ces réunions, par ces débats, il y a des formations qui se font sur différents sujets. C'est de l'éducation populaire. Il faut la poursuivre parce que c'est important. Oui, d'accord. Et je peux rajouter quelque chose? Pardon, vas-y. C'est gentil. Et de ça, sont nées aussi des initiatives. Il y a des personnes qui n'avaient peut-être pas osé se lancer avant dans de l'associatif. Il y a beaucoup d'associations qui se créent pour aider. Il y a beaucoup d'entraide et de solidarité. Et il y a des gens que je rencontre qui se lancent dans des initiatives, elles ont lâché leur boulot pour se lancer dans des initiatives comme celle-ci. Donc ça fait naître des vocations et il y a un regain d'intérêt pour l'autre. D'accord. Et est-ce que tu penses que la parole du mouvement doit être portée à l'unisson, dans un seul endroit, revendicatif, peut-être par rapport au pouvoir actuel, de type... un appel, par exemple, général, national? Alors, c'est vrai que ça fait un moment qu'on est là, qu'on conteste, qu'on ne nous écoute pas. Discours après discours des membres du gouvernement, on a l'impression qu'ils font une battle de qui va dire la connerie la plus grosse à chaque élocution. Donc, on peut se demander s'ils ont réellement compris ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on fait, nous, un appel début mars moi, j'ai trouvé très bien qu'on l'appelle acte décisif parce qu'on espère par cet acte-là avoir des mesures fortes. On ne souhaite pas bouger de Paris tant qu'ils ne prononceront pas de mesures fortes. Et ça, c'est le 8 au soir, le 9 et le 10 mars. Et on espère vraiment qu'on sera entendu parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça suffit. Il faut nous écouter, il faut écouter ce qu'on a à dire. On ne demande pas la lune, on demande simplement un peu plus de pouvoir d'achat et un peu plus de place en tant que citoyen dans la consultation des plus démocratiques. Et on dit stop par cet acte-là. On invite tout le monde à venir à Paris et à ne plus bouger au moins pendant le week-end pour avoir des mesures fortes. Alors si vous avez du temps encore à tuer, si vous êtes disponible et que vous souhaitez participer à cet acte qu'on considère comme décisif, et on ne sera pas les seuls parce qu'il y a quelque chose... Ça a réveillé quelque chose, on nous a beaucoup opposé avec les associations de défense de l'environnement, alors qu'en fait, les sujets de fiscalité, la justice sociale, la justice fiscale et les enjeux climatiques sont étroitement liés, tout a un lien. Et aujourd'hui, les associations, elles sont dehors en train de manifester. On parlait d'étudiants.
Il y a des manifestations là qui sont lancées tous les vendredis. À partir du dernier vendredi qu'on a eu là, tous les vendredis du mois de mars, il y aura des manifestations d'étudiants qui militent pour un meilleur environnement. Et je pense que tout le monde a conscience que c'est maintenant qu'il faut bouger. Alors si on pouvait tous être à Paris, sachant que les associations de climat seront là avec nous, elles ont confirmé qu'elles seraient d'accord pour participer avec nous, et que nous, on serait d'accord de participer avec elles le 16 et le 15 et le 16 mars. Ce serait une semaine vraiment de très très forte mobilisation à Paris, que le gouvernement voit qu'on est unis et qu'on se soucie, contrairement à eux, de notre avenir. Très bien. D'ailleurs, que ce soit au niveau du département, comme même un peu plus loin avec Carcassonne, nous allons organiser de multiples départs en volume pour être sur place. Donc voilà, on vous précisera tout ça, vous retrouverez tout ça sur les infos des réseaux sociaux essentiellement. Et je rajouterai que le 25, il y aura une conférence de presse qui annoncera cet acte-là. Donc il y aura les réseaux sociaux qui vont les annoncer, mais après on vous invite aussi à passer sur les ronds-points pour prendre la communication sur ça. Mais sachez qu'on va tout faire en fait pour qu'on puisse y monter au maximum. Il y en a peut-être qui pourraient y rester plus que d'autres, mais je pense que si déjà on y monte et qu'on montre une forte mobilisation, ça peut mobiliser d'autres gens et on peut se donner du relais pour tenir sur la longueur. En sachant que Paris c'est quand même quelque chose de très représentatif et qu'on le sait, on fait tous des actions chez nous. Et c'est bien, il faut qu'il y ait des actions chez nous qui se passent, mais on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se décident là-bas. Quand on le voit dans le mouvement, les actes qui ont fait un semblant de poudre de perlimpinpin, à chaque fois ça a été des actions sur Paris qui ont été des grosses actions bien fortes. Donc je pense que ça, il faut bien le prendre en compte et en tout cas on fera tout pour mettre en place pour essayer d'envoyer le plus de monde possible. Priscilla, pour ceux qui ne peuvent pas éventuellement se déplacer ou autre, levraidébat.fr, tu peux nous en parler Oui, alors en fait, cette grosse action qui aura lieu à Paris, elle aura pour but de pousser les trois grosses mesures phares, le pouvoir d'achat, le RIC et la baisse des salaires et rentes des hauts fonctionnaires et élus. Mais pour toutes les propositions qui sont postées sur la plateforme du Vrai Débat, elles seront traitées avec l'équipe du Vrai Débat via 9 consultations citoyennes parce qu'elles auront lieu dans 9 villes. Et elles traiteront des 9 thèmes, sachant qu'il y a un thème qui se nomme expression libre. Donc en fait, tout ce qui aura été posté ne sera pas laissé à l'abandon, elles seront travaillées. Et à côté de ça, il y aura des grosses initiatives, dont une qui sera annoncée à la conférence du 25, parce qu'il y a un collectif qui s'est créé, mené par un collectif qui s'appelle Démocratie ouverte, qui compte créer une très grande assemblée citoyenne. Je pense que ce sera une des plus grandes assemblées citoyennes qu'on ait jamais vues, qui pourra traiter et travailler sur ces revendications-là. Donc en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, ça ne sert pas à rien du tout. Pour l'instant, le gouvernement nous ignore, mais il ne pourra pas nous ignorer longtemps. Parce que là, on s'est pris en main. Alors, je voulais juste signaler, pour ceux qui n'en avaient peut-être pas entendu parler, ou pour ceux qui ne voyaient pas trop où, vous tapez juste levraidébat.fr sur internet et vous pouvez aller voir un petit peu ce qui s'y passe. J'invite vraiment tout le monde à aller y faire un tour. Alors à ce jour, enfin c'était en milieu de semaine, donc il y a 19 264 propositions qui ont été postées et 806 421 votes. Sachant que les votes s'arrêtent le 25 mars, simplement parce que c'est la fin aussi du grand débat, mais qui est un faux débat. et ça permettra en fait de traiter toutes ces revendications. Et 800 000 votes, c'est énorme. C'est énorme, c'est que les gens participent alors que ça a été lancé après la plateforme du grand débat. Et si vous avez la possibilité d'inviter même vos proches, parce que là on parle des gilets jaunes, mais s'il y a des personnes qui ne se considèrent pas gilets jaunes, elles sont au moins citoyens lambda, elles ont forcément des choses à dire, des choses à revendiquer, des propositions très sympathiques, très réelles, concrètes à poster. Et la vie de tout le monde compte. La plateforme, elle n'est pas dédiée aux gilets jaunes, elle est dédiée aux citoyens qui a des choses à revendiquer et des choses à proposer. Et ça, je pense que c'était bien que Priscilla le précise, parce que c'est pas une plateforme de gilets jaunes en fait, c'est vraiment une plateforme du citoyen. C'est une plateforme qui a été mise à disposition par les mêmes personnes qui ont mis à disposition la plateforme du grand débat. C'est juste que ça donne un contre-courant et de quelque chose qui ne va pas pouvoir être canalisé ou masqué par l'État, avec vraiment des vrais chiffres qui ressortent vraiment de vous, en fait, c'est ça.
Donc j'invite vraiment tout le monde à aller voir et à aller y jeter un coup d'œil et surtout à y participer. C'est important. Je ne sais pas, Priscilla, si je pense qu'on a fait le tour peut-être, ou est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Non, je suis curieuse d'entendre la suite. Alors, au niveau de la suite, il est vrai que, Étienne, si on parle de vrai débat, est-ce qu'on peut parler de RIC? Merci. Merci à vous d'être là. Merci de me permettre d'être avec Priscilla, que j'admire profondément. Elle a très gentiment accepté de faire la préface d'un livre que j'ai écrit pour les Gilets jaunes. Et tous les citoyens, parce que dans mon esprit, je rêve que tous les citoyens du monde deviennent Gilets jaunes, c'est-à-dire sortent de chez eux et s'entraînent à instituer eux-mêmes la puissance qui leur manque. Et c'est vraiment un honneur qu'elle me fait. Je suis ému de la retrouver, on ne se voit pas souvent. Mais pour moi, c'est quelqu'un d'important. Ce que les Gilets jaunes ont d'exemplaire, c'est de sortir de chez eux alors qu'on les maltraite, mais ils ne sont pas les seuls à être maltraités. Il y en a plein d'autres qui sont maltraités et qui n'osent pas encore sortir, qui sont comme hypnotisés par la télévision ou terrorisés par leurs conditions de travail qui leur font peur et qu'ils ont peur de perdre. Mais déjà sortir de chez soi et refaire société sur les ronds-points, sur les péages, c'est exemplaire. Mais ce n'est pas tout. Les Gilets jaunes font attention à ne pas se diviser. Ils font attention à rester unis en masquant leur appartenance, leur drapeau politiciens ou syndicaux, qui ne perdent pas de l'importance, mais qui ne sont pas montrés de façon à ce que nous arrivions à construire quelque chose ensemble, malgré les divisions qui sont infinies, bien sûr, sur les solutions législatives. Nous avons l'habitude de nous diviser sur ce qu'il y a à faire, les décisions à prendre, les lois à voter. Sur les aspects législatifs, il y a 1000 raisons entre humains pour se disputer. Mais fatigués d'être trompés par leurs représentants, quel que soit leur parti, les Gilets jaunes font attention à ne plus se diviser de la même manière. Et à mon avis, c'est une des forces principales du mouvement, qui est fragile. Bien sûr, il va y avoir des forces de division, on les voit déjà, suivant les endroits. Ce n'est pas toujours au même moment, c'est par vague. Je crois qu'un des efforts principaux que devraient faire les Gilets jaunes et ceux qui les rejoignent, c'est de ne pas escalader sur les mauvaises actions qui nous divisent. Si on tient des rancunes, on dit il a fait ça, c'est quand même pas beau, il s'occupe que de lui, il a essayé de tirer la couverture à lui, il a dit du mal de nous. Si on escalade là-dessus au lieu de se pardonner, on va se diviser et on va redevenir faible comme d'habitude et on ne gagnera pas. Pour rester unis, il faut se pardonner. Un deuxième trait exemplaire et tout à fait décisif, je dirais même historique dans l'histoire des hommes, c'est qu'au milieu des revendications législatives qui sont venues à leur esprit dès le début, il y a une liste de une quarantaine de revendications, vous savez, qu'on avait appelées les doléances. Je vais essayer de les retrouver. Vous vous souvenez, ça commençait par 0 SDF. C'est quand même assez fort de mettre comme première doléance de tas de gens qui ont un domicile fixe et qui réclament d'abord que tout le monde ait un domicile fixe. Je trouvais ça magnifique, moi, de mettre en premier 0 SDF, je trouvais ça immense.
Et après ça, les 40 doléances sont intéressantes toutes. Mais elles sont toutes législatives. C'est-à-dire que comme tous les peuples du monde qui s'insurgent, nous commençons par exiger d'être mieux traités, de prendre de meilleures décisions. Et finalement, nous demandons à nos maîtres, puisque c'est bien les régimes dans lesquels nous vivons, les régimes parlementaires, c'est des régimes dans lesquels, des organisations politiques dans lesquelles nous autres humains n'avons aucun moyen de décider, absolument aucun moyen de décider. Nous ne votons jamais. Nous élisons. C'est-à-dire que nous désignons, quand on met un bulletin dans l'urne, nous désignons quelqu'un qui devient comme une espèce de surhomme au-dessus de nous, une surfemme, au-dessus de nous et qui nous surplombe et qui va être celui ou celle qui décide tout. Et quand on considère qu'il décide mal, habitué à cet état de fait, comme si c'était ça la démocratie, alors que c'est évidemment pas la démocratie, c'est la négation de la démocratie, présentée comme la démocratie, mais fallacieusement, fautivement. Habitués à cette situation-là, quand nous avons besoin de quelque chose, on se tourne vers eux en leur demandant « soyez moins cruels, donnez-nous un peu plus de salaire, un peu moins d'impôts, arrêtez de détruire l'hôpital, donnez des logements aux SDF ». Et tous les peuples du monde font ça d'habitude. Historiquement, les humains passent leur temps à s'insurger, bien sûr, quand ils sont maltraités. Mais ce qu'il y a d'historique, c'est qu'au milieu de ces doléances, il y en a une qui est extrêmement différente, qui n'est pas législative, qui s'appelle le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et ce truc-là, ce n'est pas législatif, c'est constituant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « voilà une loi que je veux », il s'agit de dire « voilà comment je veux décider des sujets importants et comment je veux opiner et décider ». Et décider, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est de savoir qui décide. Et le RIC dit, c'est le peuple, c'est-à-dire nous tous, qui avons le pouvoir de décider. Et ça, c'est d'un niveau politique infiniment plus émancipant, libérant, important, que chacune des mesures législatives. Et c'est très important que cette requête, parce que ça n'était qu'une requête au début, cette requête soit apparue, mais plus important encore a été la prise de conscience qui très vite, il a fallu quelques jours, a été que cette idée constituante, le peuple doit poser les questions importantes à lui-même, il doit avoir l'initiative et il doit voter, et ce qu'il aura voté va surplomber toutes les autres règles de la société. Le fait de comprendre que mettre cette règle-là en priorité allait nous donner tout le reste, en fait. Et nous simplifier beaucoup la vie sur le plan de l'argumentation. Parce que argumenter sur 40 décisions législatives, ça demande à chacun d'entre nous, à chacun des militants, à chacun des résistants, ça demande de travailler un argumentaire, d'être capable de répondre aux contre-argumentaires. Donc ça demande beaucoup de réflexion, finalement beaucoup de travail d'argumentation, avec une possibilité pour les tenants du pouvoir de se débarrasser de nous littéralement en nous donnant deux requêtes sur 40. On nous donne deux revendications, celles qui dérangent le moins le pouvoir, qui vont être gommées. Si on nous donne un peu de pouvoir d'achat, dans quelques années, l'inflation aura tout bouffé. Donc, plutôt que de demander 40 choses différentes, demander la souveraineté. Très vite, les Gilets jaunes en ont fait une priorité. Ça, c'est historique. Ça, le monde entier regarde et dit, il se passe un truc important dans ce pays-là. Et c'est pas tout, c'est pas fini. Les habitués à demander, habitués à ne rien décider, et nous nous sommes à nouveau tournés vers nos maîtres en disant vous voulez bien nous donner le RIC ? C'est-à-dire, on voudrait pouvoir voter les lois que vous ne voulez pas voter. On voudrait abroger les lois que vous avez votées et qui ne nous plaisent pas.
On voudrait se débarrasser de vous quand vous nous trahissez. Si vous virez Macron, ça ne suffira pas parce qu'ils vont vous mettre un clone à la place. Si vous virez, vous avez bien remarqué. Donc, c'est normal d'avoir envie de se débarrasser des tyrans qui nous trahissent, mais il faut aller plus loin. Et c'est ça que sont en train de faire les Gilets jaunes. Parce qu'en même temps qu'ils posent des questions, il y en a une quatrième, c'est de dire, bon, ben non seulement on veut vous virer quand vous nous trahissez, mais on aimerait bien aussi changer toutes les règles de la Constitution, c'est-à-dire de notre contrat social. Et en même temps qu'ils faisaient ce geste de se tourner vers leur maître en disant « Vous voulez bien ?» ils se rendaient compte qu'évidemment, ils ne l'auraient jamais. C'est-à-dire que bien sûr, jamais les maîtres devront nous donner ça. C'est facile, il suffit de se mettre à leur place et on comprend qu'ils sont en conflit d'intérêts. Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, ce n'est pas aux élus d'écrire la Constitution, ce n'est pas à eux de le faire parce qu'ils ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général. Et donc ils ont un intérêt personnel à instituer. C'est ça qui se passe partout dans le monde et dans tous les pays. Les élus, les professionnels de la politique ont intérêt à instituer leur puissance et instituer l'impuissance populaire. Et c'est ce qu'ils font partout sur Terre. Or, ce que les Gilets jaunes sont en train de comprendre, et ce qui est fabuleux, c'est que ça se passe à toute vitesse. Ils sont en train de comprendre qu'ils ne vont jamais avoir ce qu'ils demandent, sur le plan le plus important. Ils ne vont jamais l'obtenir, notamment le RIC donc. Et donc, il faut qu'ils l'écrivent eux-mêmes. Et c'est ça le truc le plus historique, c'est que ce qui se passe sur les ronds-points, et même maintenant en dehors des ronds-points, puisqu'ils commettent l'erreur de nous chasser les ronds-points. Ils nous chassent des ronds-points, mais on ne sait plus quoi faire. Eh bien, c'est pas grave, on va faire des ateliers constituants. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner à écrire nous-mêmes le RIC. Et ce qui est formidable, absolument émancipant, mais au dernier degré, c'est qu'en même temps qu'on fait ça, en même temps qu'on écrit des articles, je vous montre le petit bouquin qu'a préfacé Priscilla, qui est un petit bouquin d'exercices constituants. C'est un livre jaune, c'est un livre symbolique, c'est un livre d'exercice. En fait, c'est pour faire démarrer un moteur. Ensuite, vous n'aurez plus besoin de lui, vous allez utiliser des feuilles blanches, vous allez écrire vous-même le contrat social que vous voulez. Mais ce qui se passe sur les ronds-points maintenant et dans les nouveaux lieux d'occupation, une fois qu'on est chassé des ronds-points, c'est que les citoyens s'entraînent à écrire eux-mêmes la puissance dont ils ont besoin pour imposer la justice. Pour l'instant, nous tempêtons contre les injustices, nous tempêtons contre les mauvais traitements, nous réclamons telle et telle loi, mais tout ça dans un carcan d'impuissance politique dont nous ne sommes jamais préoccupés. Je vais sortir de ma poche un truc qui devrait être dans la vôtre. Enfin, c'est vrai que vous n'allez plus avoir besoin de lui si vous avez celui-là, parce que dans celui-là, il y a des lignes blanches pour que vous puissiez le compléter. Mais ce texte-là, qui est notre prison politique, c'est la Constitution. En fait, c'est une fake, c'est une fausse Constitution. Ça coûte 4 € chez Dalloz, c'est pas cher. Et en fait, c'est le plan de la prison. Et ça va être très important de connaître le plan de la prison pour organiser notre évasion. Et vous allez voir comme c'est intéressant de voir comment ils ont fait pour nous tenir à l'écart. Là-dedans, quand vous étudiez le truc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment à chaque article, nous sommes tenus à l'écart. Nous ne sommes là-dedans nulle part. Nous n'existons pas dans la Constitution. Oh, on va me dire, pas du tout, Chouard, tu es un populiste. Regarde, dans l'article 2, il est écrit que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Où est-ce que c'est ? Article 1er, article 2, le principe de la République, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Chouard, tu mens. Il est là, le peuple, regarde dans la Constitution. Oui, c'est la dernière fois que vous le voyez. Tout le reste contredit ce premier article. C'est-à-dire que toutes les modalités pratiques de l'exercice du pouvoir, de la prise de décision, de la souveraineté, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, toutes les modalités pratiques
elles vont vous montrer, quand vous allez les étudier, que nous sommes absents. Nous n'avons aucun pouvoir de décider. C'est écrit dans ce texte-là. Ce qui est décisif, ce qui est historique dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que très très vite, ils ont percuté, compris que beaucoup plus fort que des lois à prendre, il y avait cette procédure qui est le RIC, cette procédure qui dit comment le peuple va participer au processus législatif, et ce qui va lui ouvrir les portes en grand de l'activité législative, et il en fait une priorité, et il se met en tête de l'écrire lui-même. Mais ils peuvent avoir très très peur au gouvernement, parce que ce qui se passe est incroyablement subversif et dangereux. Ça va tout changer si les humains arrêtent d'accepter de s'en remettre au maître pour tout décider. Ça va tout changer. Alors, je vous suggère, si vous voulez bien, de faire un exercice d'atelier constituant. Alors c'est compliqué quand on est si nombreux, mais on va essayer. J'aurai besoin peut-être d'un quart d'heure, 20 minutes. Je voudrais prendre avec un ami qui va m'aider un exemple. Des élus viennent, il n'y a pas longtemps, des élus minoritaires. Les élus majoritaires ne feront jamais ça. Les élus majoritaires, ils ont été élus avec l'argent des banques, ils ne feront jamais un truc pareil. Mais des élus minoritaires, entendant la requête populaire de RIC, prioritaire, ont proposé une loi constitutionnelle, une loi de modification de la Constitution pour instituer le RIC. Et il me semble que c'est un très bon exercice pour les Gilets jaunes et pour les autres citoyens qui, j'espère, vont vite nous rejoindre et devenir Gilets jaunes à leur tour, c'est-à-dire des citoyens constituants. Un bon exercice pour vérifier qu'on sait lire un projet. Parce que si vous voulez, quand vous commencez à faire des ateliers, quand vous commencez à prendre un crayon et écrire des articles de Constitution, vous devenez un adulte politique. Vous vous transformez dans votre tête. Et vous vous confrontez aux difficultés, aux objectifs à atteindre en matière de Constitution. Et ensuite, ça vous rend un très bon lecteur. Ça vous rend un bon lecteur de Constitution. Parce que vous vous êtes déjà cassé la tête et vous savez que pour que le RIC fonctionne, il faut qu'il y ait un seuil de déclenchement du RIC qui ne soit pas trop haut. Parce que si vous le mettez trop haut, le RIC n'aura jamais lieu parce qu'on ne sera jamais assez nombreux pour le déclencher. Il faut qu'il y ait une assez longue période de débats contradictoires pour éclairer, avec une télévision du RIC, avec un site du RIC, avec des forums, avec des agoras citoyennes un peu partout dans le pays, entre l'initiative et le moment où on va avoir le référendum, on va voter. Entre les deux, il faut qu'il y ait du temps pour que nous évoluions, pour que nous nous informions, pour que notre opinion soit éclairée. Donc il faut qu'il y ait du temps. Il faut qu'il n'y ait pas ou peu de filtres, surtout pas de filtres oligarchiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un conseil constitutionnel composé de vieux grigous puisse venir se mettre en travers de la volonté populaire en disant non, ça c'est pas possible. Et ça c'est à nous de l'écrire, il faut vérifier qu'il n'y a pas de filtre, qu'il n'y a pas de frein, etc. Alors, je vous propose de lire ensemble, c'est pas très long, ça fait 2 pages et puis ça se répète, de lire ensemble et de m'arrêter de temps en temps pour vous laisser réfléchir, pour voir si vous sentez s'il y a un loup. Comme je vous disais, ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Ce n'est pas aux élus de modifier la Constitution. Or ici, ce sont des élus qui proposent une modification de la Constitution. Le texte est très intéressant. L'exposé des motifs est très intéressant. Donc les 4 pages qui précèdent, que je ne vais pas lire avec vous, mais que vous devriez lire, est vraiment très intéressant. On sent dans ce texte que les députés ces députés-là se font l'interprète relativement fidèle d'une aspiration populaire à enfin participer aux décisions. Et c'est bien écrit. Et puis au moment d'écrire l'article qui institue le RIC, voilà comment c'est écrit.
Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est écrit derrière. C'est pas très bien. Je vais peut-être abréger un petit peu parce que ce qui serait bien, c'est que vous arriviez bien à lire en même temps quand même. Idéalement, j'aurais dû vous faire des photocopies à la maison avant pour que vous ayez le texte pour pouvoir le lire en même temps. Dans un atelier constituant, ce qu'on fait là, on est je ne sais pas combien, on est vachement nombreux, hein, on est vraiment nombreux, hein, mais on devrait le faire à 3 ou 4 avec nos parents, nos enfants, nos amis, nos cousins, nos copains, avec nos proches, les collègues de travail. On devrait faire des ateliers constituants comme je vais faire. Je voudrais juste vous donner comme un exemple, vous voyez, pour... Alors je commence. Proposition de loi constitutionnelle. Après le titre 13 de la Constitution est inséré le titre 13 bis, ainsi rédigé. Ah ouais, on peut créer des titres comme ça? Ah bah c'est bien. Bah ça va nous servir de savoir qu'on peut... Parce que la Constitution, la fausse, elle est organisée en titres, donc c'est des chapitres. Et donc la place est prise. Mais si vous voulez ajouter tout un morceau, ben vous pouvez, vous voyez, vous prévoyez un titre avec un numéro bis, pas de problème. Et ce titre s'appelle, ouvrez les guillemets, donc c'est le titre 13 bis dans la proposition, du référendum d'initiative populaire. Non, citoyenne, pardon, du référendum d'initiative citoyenne. Bon, très bien. Ensuite, l'article 2 de la loi constitutionnelle dit, avant le titre 14 de la Constitution, c'est-à-dire en fait, je ne sais pas pourquoi ils disent ça comme ça, mais c'est dans le titre 13 bis, il est inséré un article 78 ainsi rédigé. 78. C'est quoi 78 ? 78. Comment ils ont pu se mettre à la place 78 ? Il y a déjà un article 78, non ? 77. Ah, 78 à 86 abrogé. Ah, mais ils ont pris une place libre. Eh ben, c'est bien ça. Ça nous servira pour nos ateliers quand on va vouloir modifier la Constitution. S'il y a des créneaux, on s'y glisse. Bon, d'accord. 78. Alors, qu'est-ce qui est mis dans ce 78 ? Le peuple a droit de proposer les lois et de les approuver par référendum. Le peuple a le droit de proposer les lois et de les approuver par référendum. Je cherche s'il y a un loup. Il n'y en a pas, c'est bien. Le peuple a le droit de proposer les lois et de les approuver par référendum. C'est-à-dire qu'en fait, le début de l'article 78, les premières lignes, c'est une pétition de principe, c'est une règle en général pour qu'on comprenne le sens de tout ce qu'il y a derrière. Très bien. Quand vous ferez les ateliers constituants, pensez à faire ça. Quand vous mettez en place, quand vous écrivez, quand vous vous permettez d'écrire, vous savez ce qu'ils ne veulent pas que vous écriviez, quand vous commencez à le faire quand même. Pensez à, dans la première partie de votre article, d'écrire la règle générale, l'esprit de ce que vous allez écrire, de ce que vous allez décrire en détail après. Ensuite, un référendum national tendant à l'adoption d'un projet ou d'une proposition de loi se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits. Un pourcentage défini ? Pourquoi il n'y a pas écrit combien ? Je répète, un référendum national se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales. Quand on a fait les ateliers constituants, entre nous, on a beaucoup discuté sur le pourcentage. Est-ce que c'est 1%, un demi-pourcent ? 1% de 40 millions d'électeurs, c'est 400 000 voix. Un demi-pourcent, ça va être 200 000 voix. Il faut qu'il y ait 200 000 personnes qui se mettent ensemble pour déclencher un référendum. Et si on met 1%, si on met 2%, si on met 3%, ça se met à faire beaucoup et on va compliquer le référendum, il ne pourra pas avoir lieu. Mais c'est quand même bizarre de ne pas le mettre. Mais alors attends, ça veut dire que ça sent la loi organique. Ça sent ce truc qui permet aux parlementaires d'écrire eux-mêmes la Constitution ensuite sans référendum. Alors la loi organique, ce n'est pas exactement la Constitution, c'est juste en dessous, c'est les modalités pratiques de la Constitution, et les parlementaires peuvent les écrire eux-mêmes sans plus nous demander notre avis. Et je regarde un peu, et je vois à la fin de l'article en question, les conditions d'application des précédents alinéas sont fixées par une loi organique. Et les pourcentages... Ah, et par contre, il y a les pourcentages susmentionnés ne pouvant être supérieurs à 2%. Donc ça, c'est bien. Le fait que ce soit une loi organique, c'est un loup. Et le fait qu'il y ait quand même une limite
C'est-à-dire qu'ils ont c'est un garde-fou. Là, les fous, en l'occurrence, c'est les parlementaires, c'est pas les citoyens pour une fois. Bon, d'accord. Ok, ils ont prévu aussi, deuxième paragraphe, un référendum local. Ça, c'est bien, parce que dans nos ateliers constituants, souvent, on parle du référendum national, et on n'a pas encore... Il y en a déjà qui ont bossé sur le référendum local, mais moins. Et donc, c'est bien, là, on a un exemple de à quoi ça ressemble, comment c'est dit, comment on peut le dire. Et si on trouve que c'est trop compliqué, vous êtes tout à fait légitime à imaginer des formulations moins compliquées. Parce que comme le contrat social, la Constitution, c'est un contrat social, c'est un pacte entre représentés, et il doit être signé par tout le monde. Et donc il faut que tout le monde puisse le lire. Donc il faut qu'il soit écrit en termes simples. Il ne faut pas que ce soit des juristes qui écrivent ça. Si c'est des professionnels qui l'écrivent, ils ont un niveau de langage qui est très soutenu, et ils vont utiliser des mots que nous ne comprenons pas tous. Il vaut mieux que ce soit nous qui l'écrivions, parce qu'on va l'écrire avec des mots simples, que tout le monde comprend. Et comme ça, quand on va signer, on va comprendre ce qu'on signe. Mais enfin bon, en tout cas, là, c'est des spécialistes qui l'ont écrit. Ils écrivent un référendum local tendant à l'adoption de tout projet de délibération ou d'acte relevant de la compétence des collectivités territoriales se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs. Donc, ok. Donc c'est la même structure, ils ont prévu pour le référendum local. Très bien. Bon, je vois mon article 78, ils ont prévu un référendum législatif. Et bon, bah, c'est pas mal, ça c'est quelque chose qu'on demande, ben, pourquoi pas, il n'y a pas de loup, peut-être le seuil est un peu élevé. Bon. L'article 3 dit, article 79, le peuple a droit d'initiative pour abroger les lois votées en son nom par ses représentants. Je répète, article 79, le peuple a droit d'initiative pour abroger les lois votées en son nom par ses représentants. Jamais les élus ont écrit un truc pareil. C'est sous la pression des gilets jaunes qu'ils sont en train d'écrire ça. Jamais spontanément ils n'auraient fait ça. Et encore, c'est un parti d'opposition, un petit parti qui nous représente mieux que les autres. Il faut que vous compreniez la puissance de votre action, individuellement et collectivement, dans le fait que ça soit en train d'apparaître dans les propositions du Parlement. Bon, et là, il prévoit un référendum. Donc pour le référendum abrogatoire, c'est-à-dire pour supprimer une loi que nous ne voulons pas, par exemple la loi qui a institué le CICE. Le CICE, vous savez, c'est les 20 milliards l'année dernière, et ça va être 40 milliards, ils ont doublé cette année, les 40 milliards de cadeaux faits aux entreprises, sans contrepartie d'emploi, je ne développe pas. Et pour ce référendum abrogatoire, il prévoit un référendum national, il y a un alinéa, un référendum local, il y a un alinéa, et les conditions prévues par une loi organique. Il manque un truc. Depuis 15 ans qu'on travaille sur le référendum d'initiative citoyenne, quand on dit législatif, c'est législatif au sens large, il s'agit de toutes les lois à prendre. Mais toutes les lois, vous savez qu'en droit français, le droit français c'est une pyramide, avec les règlements, donc les arrêtés municipaux, les arrêtés préfectoraux, les décrets. Donc tout ça, c'est les règlements. C'est le gouvernement qui prend ça. Et puis il y a les lois, au sens strict. C'est le Parlement qui prend ça. Et puis il y a les traités. Mais les traités aussi, il faut qu'on puisse les abroger. Là, ils ne parlent que des lois. Ils n'ont pas parlé des règlements. Je ne vois pas les règlements. Et ils n'ont pas parlé des traités. Donc ça, si on le corrige, enfin, à mon avis, il faudra qu'on dise un mot des traités. J'avance. L'article 80. Eh bien, le peuple a droit de révoquer ses représentants qu'il a élus. Bah, c'est pas mal ça. C'est toujours pareil. Vous savez, la première ligne dit le principe de ce qu'on va décrire ensuite en détail dans la suite de l'article. Et là, c'est clair. Hein. Donc, le peuple a le droit de révoquer les représentants qu'il a élus. Très bien. Le mandat de la présidente ou du président de la République est révocable à l'issue du premier tiers de son mandat. Pourquoi ils ont dit qu'on pouvait le virer qu'à partir d'un tiers de son mandat? Probablement pour quand même
que quelqu'un qui vient juste d'être élu et pas dans les pas de son opposition qui lui tire dessus et qui le gêne. On lui donne quand même un tiers de son mandat pour au moins faire ses preuves avant de commencer à tempêter. Bon, d'accord. Le mandat de la présidente ou du président de la République est révocable à l'issue du premier tiers de son mandat par un référendum national qui se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini par une loi organique, hein, vous avez compris, c'est toujours le même principe. Alors combien ils ont mis de maximum là? Des conditions, alinéas, fixées par une loi organique, les pourcentages ne pouvant être supérieurs à 5%. Ah, il faut un peu plus pour faire un référendum révocatoire. 5%, 5 fois 4, 20, ça fait 2 millions de personnes, c'est ça? Je dis pas de bêtises, ouais. Bon, c'est un peu beaucoup ça quand même, mais bon, ça fait rien. De toute façon, c'est pas 2 millions de personnes qui décident, c'est 2 millions qui font l'initiative. Après ça, c'est le peuple qui décide à la majorité des 40 millions, bien sûr. Bon, alors ça c'est pour le président. Et ensuite, le mandat des parlementaires est révocable par référendum local. Donc ça veut dire circonscription par circonscription, on peut se débarrasser de l'élu local. Ok, donc ça c'est les parlementaires. Convoqué sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits. Okay. Et c'est encore 5%. Et puis le mandat des élus locaux, donc ça c'est les maires, est révocable par référendum local. Bon, ben c'est très bien ça. Est-ce qu'il y a un loup? Bon, peut-être le seuil est un peu élevé. Bon, alors, on arrive sur un des trucs les plus importants. Hein. Ils ont gardé le meilleur pour la fin. Et moi aussi. Alors, qu'est-ce que dit cette loi constitutionnelle? Article 81. Écoutez bien. Enfin, moi je vois ça, je jubile. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une fleur qui grandit, et en fait, ce n'est pas une fleur, c'est une forêt. Hein. Voilà ce qu'ont écrit les parlementaires de mon pays, enfin, une poignée de parlementaires de mon pays, parce que la majorité des parlementaires vient de le refuser. Hein. Mais bon, la bagarre n'est pas terminée. Mais je ne me fais pas d'illusions, mais quand même, de voir un parlementaire écrire ça, ça me plaît. Article 81. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ces lois les générations futures. Ce texte-là, notre prison politique, a été écrit en 1958. Il a été voté par nos parents, enfin nos grands-parents. Tous les gens qui l'ont écrite, tous les gens qui ont écrit ce contrat social sont morts, ou quasiment. Bon, il reste peut-être quelques vivants, mais enfin globalement, quoi. Et les gens qui l'ont voté aussi sont quasiment tous morts. Bon, pas tous, oui, je sais, mais enfin quand même globalement, ce texte-là est un texte par lequel les morts gouvernent les vivants. Nous sommes gouvernés par un texte que nous n'avons pas écrit, pas signé, pas accepté. C'est complètement illégitime. Il n'y a aucune raison qu'on accepte ce texte-là. Nous sommes tous légitimes à contester la validité de ce contrat social. Une génération, c'est-à-dire il y a 2 générations, ne peut pas assujettir à ces lois les générations futures. C'était Condorcet qui avait écrit ça, et c'était apparu dans la merveilleuse déclaration des droits de l'homme de 93, qui est bien mieux que la déclaration des droits de l'homme de 89. Je vous recommande de lire, je l'ai mise là-dedans. Là-dedans. Je l'ai mise dans c'est comme un manuel, ça c'est comme un cahier d'exercice constituant, et j'y ai mis des textes de référence, et notamment bien sûr la déclaration des droits de l'homme de 93, pour que vous puissiez réfléchir, parce qu'en fait, plutôt que de dire dans la Constitution, nous citoyens, vous allez écrire, quand vous allez devenir constituant, vous allez écrire un nouveau contrat social, et vous allez proclamer ce nouveau contrat social. Vous allez dire, nous établissons peut-être pas la 6e République, à mon avis, vous allez écrire, nous établissons la première démocratie. Et quand vous allez l'écrire, vous allez vous référer à des grands principes. Et plutôt que de faire référence à un texte, vous pouvez très bien, si vous voulez, il suffit de l'écrire, hein, vous pouvez très bien aller chercher dans la déclaration de 1793 ce qui vous plaît, et les reprendre, les recopier. Au passage, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que Priscilla, dans sa préface, et c'est un cadeau incroyable, elle s'est mise à faire un atelier constituant. Et elle a écrit une modification d'article.
C'est épatant. Je pense qu'elle donne, c'est exemplaire. Alors, je finis mon article, vous allez voir, il y a un lot. Donc, le principe de l'article 81 est magnifique. Alors, on attaque les détails. Si au moins 5% des électeurs inscrits, tiens, ça, c'est pas dans une loi organique, ils écrivent le taux dans le texte. On peut se demander pourquoi, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. À mon avis, c'est mieux de mettre le taux là. Si au moins 5% des électeurs inscrits sur les listes électorales en font la demande, un référendum national relatif à la convocation d'une assemblée constituante. Attends. Si 5% des électeurs inscrits en font la demande, un référendum national relatif à la convocation d'une assemblée constituante, mais on ne peut pas proposer une modification de la Constitution? Ah non. On peut juste demander la convocation d'une assemblée constituante. Et elle doit se tenir dans les 2 mois à compter de l'enregistrement de cette demande. Mais dites donc, ce n'est pas du tout pareil, ça. Hein. Et ça, ce n'est pas la possibilité de demander une modification constituante. On peut juste demander, vous ne voulez pas nous créer une nouvelle assemblée et discuter à notre place des modifications de la Constitution? Mais ce n'est pas du tout pareil, ça. Et là, j'ai plein de warnings qui s'allument dans ma tête en disant, mais comment ils vont la désigner, leur assemblée? Parce que le point le plus important de tout ce que j'ai à vous dire, c'est que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Ce n'est pas aux professionnels de la politique d'écrire la Constitution. Ce n'est pas aux professionnels de la politique d'écrire la Constitution. S'il y a une assemblée constituante, il ne faut pas les lire. Si vous les lisez parmi des candidats qu'on peut aider, eh bien, ceux qui ont les moyens d'aider, comme d'habitude, c'est-à-dire les plus riches, vont faire gagner leurs candidats, et c'est à nouveau les riches qui vont écrire la Constitution, qui vont voter les lois, etc. Donc il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Donc, normalement, idéalement, il faudrait que ce soit nous tous qui écrivions la Constitution. À la rigueur, que ce soit une assemblée tirée au sort, sous notre regard sourcilleux, vigilant de tous les instants, mais à la rigueur, une assemblée tirée au sort, parce que tirée au sort, elle va nous ressembler. Il va y avoir la moitié de femmes et la moitié d'hommes. Si elle est tirée au sort, il n'y a pas besoin de quota. Vous tirez au sort une assemblée, vous allez avoir la moitié de femmes. Et puis, vous allez avoir plus de la moitié d'employés et d'ouvriers. Enfin, vous allez avoir une assemblée qui va nous ressembler. Ça va être un échantillon représentatif. Ça va être une mini-société qui nous ressemble. Alors que si vous élisez une assemblée, vous allez avoir une assemblée de riches avec des notables, des médecins, des fonctionnaires, des avocats, des gens qui ne nous ressemblent pas. Alors bon, je continue, mais moi j'ai plein de warnings qui s'allument quand on me dit que le référendum constituant, il va seulement déclencher la convocation d'une assemblée constituante. Alors cette assemblée constituante est composée de représentants du peuple. Moi j'ai plein de warnings qui s'allument, qu'ils désignent. Qui désignent comment? Tous mes warnings sont allumés dans ma tête, je ne sais pas si vous voyez la lumière. Elle est chargée de rédiger, donc l'Assemblée constituante est chargée de rédiger et de proposer l'adoption d'une nouvelle constitution. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut pouvoir modifier un point de la Constitution. On veut pouvoir dire, on a oublié ça. On ne veut pas... Bon, c'est bien, peut-être on peut déclencher. On peut tout revoir si on veut, mais il manque un truc là. Alors, je continue. Elle est chargée de rédiger, de proposer l'adoption d'une nouvelle constitution. Tout citoyen majeur et détenteur de ses droits civiques et politiques peut y siéger. Bon, ça veut dire quoi? Qu'ils vont être tirés au sort? L'élection de ces représentants aura lieu 24 jours après la promulgation des résultats du référendum. Bon, là, il est bien ce projet. Il y a plein de choses très intéressantes. Vous allez voir l'exposé des motifs, c'est-à-dire l'explication du contexte, des objectifs de la loi, est remarquable. C'est bien fait. Vous allez voir, il y a plein de choses sur lesquelles on travaille depuis 15 ans qui s'y retrouvent tout le temps. Il y a une aspiration, il y a la traduction d'une aspiration populaire à s'occuper de ces affaires. Mais, au moment d'écrire, bon, vous allez dire, Chouard, il fait la fine bouche, il fait le difficile, c'est déjà pas mal quand même.
Oui, 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 c'est vrai, c'est déjà pas mal. Mais, je répète, ce texte-là, c'est une prison politique. Si on nous prive du droit de la changer, on va rester dans une prison politique. S'ils nous donnent le référendum d'initiative populaire aujourd'hui, législatif, abrogatoire, révocatoire, comme ils l'ont fait, mais qu'ils gardent, eux, le droit seul de la modifier, cette Constitution, qu'est-ce qui les empêche, dans 2 ans, dans 3 ans, de retirer ce qu'ils viennent de nous donner, puisque c'est eux qui modifient la Constitution? Ouvrez bien vos oreilles, s'il vous plaît. Le plus important, c'est le pouvoir constituant, parce que c'est là que vous allez instituer votre puissance ou pas. J'exagère peut-être. Je suis peut-être un populiste, un démagogue, comment ils disent, un captieux, un séditieux, un populiste. Et j'ai pas honte d'être populiste. Hein. Je suis populiste comme le pianiste s'occupe du piano. Je m'occupe de mon peuple. Et on devrait tous être populistes. Et c'est pas un gros mot d'être populiste. C'est une légion d'honneur d'être populiste. Bon, j'ai passé plus de temps que j'avais prévu. Je vous remercie de votre attention. J'insiste juste sur un fait, c'est que quand vous sortez d'une réunion comme celle-là, où vous dites « Putain, il parle bien ce gars-là », si vous vous contentez de ça, il ne va rien se passer. Rien du tout, de rien. Il faut absolument, quand vous sortez d'ici, que vous deveniez constituant. Ça veut dire que vous preniez un bout de papier et un crayon et que vous vous mettiez en tête. C'est ça qui va changer. Ça va changer le sort de l'humanité, ce truc-là. Que nous arrêtions de nous soumettre à des maîtres, que nous nous mettions en tête d'instituer nous-mêmes les règles de la représentation, au lieu de laisser les représentants écrire eux-mêmes les règles de la représentation, que nous les représenter, que nous mettions en tête de nous entraîner comme un enfant s'entraîne à faire des lignes de A pour plus tard être capable d'écrire. Nous nous entraînons à écrire des articles de constitution pour plus tard être capable, non pas de demander le RIC, non pas de demander la souveraineté, parce que vous allez voir que derrière la souveraineté politique, il va falloir que vous instituiez la souveraineté monétaire. Mais c'est à vous de l'instituer, la souveraineté monétaire. Je ne développe pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps, mais le fait que vous vous entraîniez à écrire les articles d'institution de votre souveraineté va nous permettre, partout sur Terre, pas seulement en France, dans tous les pays du monde, va nous permettre d'arrêter de demander la souveraineté et même pas de l'exiger, la souveraineté. Ça va nous permettre de vouloir la souveraineté. Et si on est très nombreux à avoir gommé les différences législatives, gauche, droite, centre, etc., on les a gommées temporairement pour se hisser au niveau constituant et trouver là l'unité, une cause commune. Si on a réussi à faire ça, le fait de vouloir tous instituer nous-mêmes notre puissance, c'est-à-dire que notre cause commune, c'est dire on veut écrire nous-mêmes la Constitution, c'est-à-dire notre contrat social. Ça, on va l'avoir parce qu'on le veut et on n'a même pas besoin de demander à nos élus. Oui, c'est des crapules, mais on s'en fout. On n'a même pas besoin des médias. Oui, c'est des crapules, mais on s'en fout. On n'a pas besoin d'eux. On s'entraîne et on le fait nous-mêmes. C'est ça qui se passe sur les ronds-points des Gilets jaunes et je trouve ça historique et enthousiasmant. Merci de votre patience. Alors, merci Priscilla. Merci Étienne. Avant de faire une petite pause, on aimerait passer la parole à Patricia qui vient de Carcassonne et qui a une présentation à vous faire de la consultation citoyenne que plusieurs départements mettent en place. Et donc, je lui laisse la parole. Merci. Alors, cette consultation nationale citoyenne, tout a commencé le 17 novembre. Nous avons rencontré, comme vous, sur les ronds-points, sur les péages, un peu partout, en distribuant des tracts, de très nombreuses personnes. Et nous sommes aperçus très vite que de nombreux citoyens essayaient d'exprimer leur souffrance, mais étaient incapables de le faire. Donc on a décidé de noter toutes ces revendications. Et à partir de ces revendications, on en a eu des centaines
on a essayé de les regrouper pour en faire un questionnaire de 67 questions aujourd'hui. Ce questionnaire de 67 questions est regroupé en 5 thèmes. Les 5 thèmes, vous avez pouvoir d'achat, réforme de l'État, avec dans la réforme de l'État, la première question, c'est le RIC, évidemment, écologie, éducation et santé. On demande à chaque personne qui est susceptible de remplir ce questionnaire de cocher 3 cases dans chacun des thèmes. Alors pourquoi 3 cases? Parce qu'on ne peut pas tout demander. Moi je dis toujours aux gens, c'est comme quand vous allez au supermarché, vous ne pouvez pas acheter tout ce que vous voulez. Donc il vaut mieux obtenir certaines revendications plutôt que de ne rien obtenir. Il existe aussi dans chaque thème une case intitulée « Autre » qui permet à chaque personne de s'exprimer, c'est-à-dire de noter une revendication qui ne figure pas sur ce questionnaire. Alors comment ont été notées toutes ces revendications? Ça s'est fait simplement à partir des revendications des Audois. Donc on s'est dit que dans d'autres départements, il y avait peut-être des points qu'on n'avait pas notés. Nous sommes dans un département où nous avons de la viticulture et du tourisme. C'est tout. Dans d'autres départements, il peut y avoir de l'industrie, il peut y avoir des régions très urbaines. Nous, ce n'est pas du tout le cas. Donc ça permettait aussi de le diffuser à tous les autres départements de façon à en faire réellement une consultation nationale avec un impact national. Alors comment est-ce qu'on le fait? On le distribue, enfin du moins on va à la rencontre des gens. C'est la première fois que l'on pose la question aux gens, que voulez-vous? Notez-le. Et les gens sont hyper heureux. Ils nous reçoivent super bien partout. Alors on va où? Dans les galeries marchandes, sur les marchés. Vous en avez même certains, dans certains départements, si on prend l'Indre, ils ont un superbe barnum et ils s'installent sur le marché avec des tables, des chaises. Ça se passe comme ça. D'autres le notent dans les clubs sportifs, dans les associations, à la sortie des matchs, dans des clubs Tupperware, peu importe. Vous le présentez là où vous voulez. Vous recevez les copains à l'apéro. Avant de sortir à l'apéro, vous leur faites remplir. Et je vous assure, les gens viennent nous rencontrer parce que c'est vraiment la première fois qu'on leur demande leur avis. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a plein de choses sur Internet. Ça ne va pas à l'encontre, c'est pas contre ce qui se fait sur Internet, c'est complémentaire. Sur Internet, vous avez plein de gens qui sont habitués à Internet, qui vont y aller, qui vont faire cette démarche. Nous, les gens que nous touchons, sont des gens ou qui n'ont pas Internet, ou qui n'iront jamais remplir ce questionnaire-là sur Internet. Par contre, quand on va les rencontrer, ils sont contents. Ils viennent discuter avec nous. Il y en a certains, c'est vrai, ils nous remplissent le questionnaire en 5 minutes. Mais je peux vous assurer qu'il y en a d'autres, c'est plus d'1 heure. Et ça, les gens sont contents. Après, ils viennent au rond-point rediscuter avec nous de ces mêmes questions. Alors, aujourd'hui, notre ami nous disait, ça se fait sur plusieurs départements. Aujourd'hui, ce questionnaire a été repris par 38 départements. Si on avait la chance qu'il soit repris par tous les départements français, de façon à remonter un maximum de revendications, on pourrait être représentatif vraiment de toute la France, surtout que l'idée, c'est que chaque département, tout en le faisant de façon indépendante, remonte tous ces résultats en même temps que le vrai débat qui se fait sur Internet. Donc on arriverait à associer les deux formes, ce qui se fait sur le terrain, ce qui se fait sur Internet, et qui montrerait aussi que tous les gilets jaunes sont tous unis dans leur demande de revendication. Voilà. Alors vous avez au fond de la salle, à droite, une table où vous pouvez remplir ce questionnaire. D'autre part, si vous arrivez d'autres départements où on ne fait pas encore ce questionnaire, vous n'hésitez pas à venir nous joindre. Donc nous sommes, à l'origine, ça a commencé par Carcassonne. Nous sommes Carcassonne en colère, ça a commencé le 10 janvier. Mais venez tous nous rejoindre, on vous donnera toutes les explications pour pouvoir le faire
toutes les maquettes. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage à tous et puis espérons que nous gagnerons tous ensemble. Donc, je m'appelle Amida, je fais partie du collectif Article 35 des droits de l'homme. Donc, tout d'abord, merci énormément à vous, Gilets jaunes du Tarn, de nous accueillir aujourd'hui sur votre conférence. Nous sommes très honorés de voir le soutien que vous voulez porter à notre action. Petite information, les petits flyers noirs et blancs, c'est l'action de notre collectif justement, donc n'hésitez surtout pas à récupérer un petit flyer avant de partir. Donc l'article 35 des droits de l'homme regroupe de simples citoyens. On est accompagné d'avocats et soutenu de personnalités publiques. Donc la politique commence déjà à grandir sur les gens qui nous soutiennent sur cette action. Il faut savoir que l'action, elle est menée par des citoyens. Nous sommes complètement désintéressés et apartisans. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'emmener notre action là où elle doit aller. Et on sélectionne les gens de manière rigoureuse pour celles qui se proposent de nous aider. Et qu'il n'y a pas de polémique sur il a envie de récupérer notre action ou il va faire je ne sais pas trop quoi et quoi. Nous, notre collectif, on s'en fiche. Les gens feront ce qu'ils veulent avec ce qu'ils veulent, ils se feront du bien avec ce qu'ils ont envie. Nous, notre action, il faut qu'elle soit menée et les autres, et ce qu'ils en pensent, c'est pas grave. Donc notre nom fait écho donc à l'article 35 parce que ça nous rend légitimes à s'opposer à notre gouvernement parce qu'il viole nos droits fondamentaux. Donc on parle d'emprisonnement, de privation grave de liberté physique, de persécution d'un groupe pour des motifs d'ordre politique, qui est jugé inadmissible d'un point de vue des droits internationaux. On parle aussi d'actes causant de grandes souffrances ou portant atteinte gravement à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Ces actes sont qualifiés de crimes contre l'humanité. Notre collectif a deux objectifs. La première, faire signer la pétition, car pour poser un dossier à la Cour pénale internationale, on a besoin de minimum 250 000 signatures, donc 250 000 soutiens des citoyens de notre pays pour déposer le dossier à la Cour pénale internationale. Le deuxième objectif, ce sera la collecte des dossiers des victimes. Donc les victimes, les blessés, les gens emprisonnés à tort, tous ces dossiers-là, on va pouvoir les récupérer. On va mener en fait on va mener des actions pour récupérer ces dossiers. Donc, vous avez le lien de la pétition sur notre page Facebook, donc article 35 des droits de l'homme. Vous avez l'information sur le petit flyer. Et on a une adresse mail, donc article 35 des droits de l'homme @gmail.com. Les victimes peuvent nous écrire sur cette boîte mail en notant simplement dans l'objet victime CPI. Il se présente, il explique en quelques mots ce qui lui est arrivé. Et nous, derrière, on reprend contact avec lui pour récupérer le dossier. Voilà. Donc notre action de recours auprès de la Cour pénale internationale est notre droit le plus sacré et le plus indispensable des devoirs. Donc voici notre appel. Merci. Semaine de mobilisation, nous sommes fiers d'être debout. Si comme nous, vous désirez vous engager afin d'offrir à nos concitoyens, à nos enfants, la possibilité de vivre dignement, si comme nous, vous partagez l'envie de voir naître une nouvelle forme de démocratie dans laquelle nous pourrions retrouver le sens des mots liberté, égalité, fraternité, sachez que ceci est possible. Depuis le 17 novembre, le gouvernement français, garant de l'ordre public et de la sécurité de ses citoyens, a failli à sa mission. La population, gilets jaunes ou non, se trouve meurtrie à cause de l'incapacité du gouvernement à donner une réponse démocratique aux revendications. Nous demandions seulement à être entendus. Cependant, nos représentants se sont enfermés dans le mutisme et préfèrent le mépris à l'empathie. Afin de réduire le peuple au silence, le ministère de l'Intérieur a ordonné un usage intolérable, brutal et irresponsable des forces de police et de gendarmerie, conduisant la France dans le chaos.
Ces ingérences ont poussé les forces de l'ordre dans leur dernier retranchement, physique et émotionnel, et font grandir chaque jour la colère des manifestants et le sentiment d'injustice. Nous devons alors déplorer des décès, des mutilés, des blessés par milliers. Également, ce climat surréaliste a donné lieu à des milliers d'interpellations arbitraires et violentes et à des comparutions immédiates en guise d'exemple au motif suivant: rassemblement en vue de commettre des violences, relâché 24 heures plus tard avec un rappel à la loi, tout ceci sans jamais n'avoir commis aucune infraction. Cette situation est insoutenable. Nous devons d'agir. Pour cela, notre collectif composé de simples citoyens a décidé de venir les chercher sur leur propre terrain en saisissant la Cour pénale internationale qui, nous l'espérons, jugera nos bourreaux pour crimes contre l'humanité, article 7 du statut de Rome. Une plainte va être déposée. Nous appelons la grande famille, dont nous faisons tous partie, à avoir confiance, à rester déterminés et à user de tous les moyens légaux possibles pour sortir de cette crise, la tête haute. Même si cela peut sembler dérisoire, souvenez-vous que lorsque nous regardons tous dans la même direction, notre pouvoir est indiscutable. Pour cela, nous avons besoin de votre soutien. Il est urgent d'agir afin de faire basculer le rapport de force. Notre force est notre nombre. Plus la pétition sera soutenue, plus Macron et Castaner devront reculer et s'inquiéter. Renseignez-vous sur la Cour pénale internationale et le statut de Rome. Faites-vous votre avis. Et si vous nourrissez l'espoir d'une France meilleure, alors agissez et signez. Seul on va vite. Ensemble on va plus loin. On ne lâchera rien.